Il était tard cette nuit-là, quand Julien m'a frappé pour la dernière fois. J'ai senti le goût du sang dans ma bouche, comme un vin amer qu'on avale sans le vouloir, et j'ai fermé les yeux pour ne pas voir son regard furieux. Ce mélange de rage et de regret qui me hantait depuis des années. Je n'ai rien dit, pas un mot. J'ai juste tourné le dos et monté les escaliers vers notre chambre, le cœur battant comme un tambour dans une cathédrale vide. Chaque marche grinçant sous mes pieds nus comme un reproche silencieux. Le lendemain matin, quand il descendrait, il trouverait la table dressée pour un petit déjeuner somptueux, avec des croissants frais encore tièdes, du café noir et fort qui embaumait la cuisine, des confitures maison aux fruits rouges cueillis au marché de Rungis, des baguettes croustillantes et même des œufs brouillés aux fines herbes. Il sourirait peut-être, pensant que j'avais enfin compris, que je me soumettais une fois de plus, que le cycle infernal continuait. Mais quand il verrait qui était assis autour de cette table, son monde s'effondrerait comme un château de cartes sous un vent d'automne brutal. Avant de plonger plus profond dans cette histoire qui m'a brisée et reconstruite, je vous en prie, abonnez-vous à la chaîne si vous sentez que ces mots résonnent en vous. Comme un écho de votre propre douleur silencieuse. C'est en partageant ces vérités que l'on trouve la force de guérir. Et votre soutien me donne le courage de continuer à parler, de transformer la honte en lumière. Je m'appelle Sophie et j'ai grandi dans une petite maison en banlieue parisienne, à Saint-Denis, où l'air sentait toujours le pain chaud des boulangeries maghrébines, les épices du souk du dimanche et le bitume mouillé après la pluie. Ma mère, une infirmière épuisée par des gardes interminables à l'hôpital Cochin, rentrait parfois à l'aube, les yeux rougis, les mains encore imprégnées d'antiseptiques. Et pourtant elle trouvait la force de me préparer un bol de chocolat chaud avant de s'effondrer. C'est elle qui m'avait appris à cuisiner dès l'enfance. Des plats simples, réconfortants, comme le pot-au-feu qui mijotait des heures sur la gazinière. Emplissant la maison d'une odeur de laurier et de carottes fondantes, ou les crêpes fines que l'on garnissait de sucre glace pour oublier les factures qui s'empilaient sur la table de la cuisine. Ces enveloppes blanches qui nous narguaient comme des fantômes. Mon père avait disparu quand j'avais 10 ans, emporté par une dette de jeu, qui l'avait poussé à fuir vers l'Espagne, laissant derrière lui un vide financier et émotionnel que ma mère comblait avec des heures supplémentaires et des silences lourds. Des dîners où l'on mangeait en regardant la télé, pour ne pas se regarder dans les yeux. J'ai appris tôt que l'argent était un monstre tapi dans l'ombre, capable de détruire des familles entières, de transformer l'amour en peur, la maison en prison. Quand j'ai rencontré Julien à 25 ans, lors d'une fête foraine à la fête de l'Huma, sous les lumières criardes et la musique des manèges, il m'a semblé être la lumière au bout de ce tunnel sombre. Il était charmant, avec ses yeux verts qui pétillaient comme la Seine sous le soleil de juin, son sourire en coin qui promettait le monde entier, et son métier de comptable chez une grande banque du quartier de la Défense lui donnait une aura de stabilité, de sécurité, de tout ce dont j'avais manqué. Je m'occuperai de tout, Sophie, m'avait-il murmuré ce soir-là, en me serrant contre lui pendant que la grande roue tournait lentement au-dessus de nous. Les lumières de Paris scintillant comme des promesses. J'y ai cru. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, dans une petite église de Montmartre, sous un ciel gris qui menaçait de pleuvoir, avec une réception modeste où l'on servait du vin de Bordeaux bon marché, des fromages achetés au fromager du coin, et des amis qui riaient trop fort pour masquer leur gêne face à notre simplicité. Mais les fissures sont apparues vite, presque dès la lune de miel à Honfleur, quand il a commencé à vérifier mes tickets de caisse, à me demander des comptes pour un café bu avec une collègue. Julien gérait nos finances comme un tyran, contrôlant chaque euro dépensé, me reprochant mes achats au supermarché Leclerc, même pour des choses essentielles comme le lait ou le pain. « Tu gaspilles notre avenir », disait-il, en scrutant les relevés bancaires avec une moue dédaigneuse, ses lunettes sur le bout du nez, comme un juge impitoyable. Au fil des ans, ce contrôle s'est mué en violence. La première fois, c'était pour une facture d'électricité trop élevée. J'avais oublié d'éteindre la lumière dans la salle de bain après une douche trop longue. Un moment de répit que je m'étais offert. Sa main a claqué contre ma joue, laissant une marque rouge
comme un seau de cire sur une lettre ancienne, brûlante et humiliante. J'ai pleuré en silence, assise sur le carrelage froid, sentant la brûlure s'étendre jusqu'à mon âme, jusqu'à ce que je me demande si j'avais mérité ça. Il s'est excusé le lendemain avec des fleurs du marché aux fleurs de l'île de la Cité, des roses blanches immaculées, et un dîner au bistrot du coin où l'on mangeait des escargots à l'ail et du coq au vin, la sauce riche et réconfortante. C'est le stress du travail, ma chérie, avait-il chuchoté, en versant du vin dans mon verre, ses doigts effleurant les miens comme avant. J'ai pardonné, parce que l'amour, me disais-je, c'est aussi supporter les tempêtes, croire que le beau temps reviendra. Mais les tempêtes se multipliaient, devenaient des ouragans. Julien avait hérité d'une petite somme de son oncle, un vigneron en Bourgogne qui sentait toujours le raisin écrasé et la terre humide. Et il l'avait investi dans des actions risquées à la Bourse de Paris, des paris fous qu'il suivait sur son téléphone jusqu'à tard dans la nuit. Quand le marché a chuté, il a perdu presque tout et c'est moi qui l'a blâmé, comme si mes modestes dépenses pour des vêtements d'occasion chez Emmaüs ou un livre neuf à la librairie étaient la cause de sa ruine. Nos dettes s'accumulaient. Crédit immobilier pour notre appartement à Belleville, prêt pour la voiture, facture médicale après que j'ai eu une grippe qui m'avait clouée au lit pendant 10 jours, fiévreuse et seule. Il me forçait à travailler plus. Moi qui étais assistante dans une librairie du quartier latin, entourée de livres qui me faisaient rêver d'évasions impossibles, de femmes fortes qui prenaient leur destin en main. Gagne plus ou on perd tout, grognait-il, en me poussant à accepter des heures supplémentaires, même quand j'étais épuisée, mes mains tremblant sur les étagères poussiéreuses, mes yeux piquants de fatigue. Cette nuit fatidique, tout a basculé. Nous rentrions d'un dîner chez des amis à Neuilly, où l'on avait servi du foie gras fondant et du champagne qui pétillait comme des boules de faux bonheur. Et Julien était ivre de vin et de jalousie, parce que j'avais ri à une blague d'un collègue. Un rire innocent qui avait durci son regard. Dans l'appartement, l'air chargé de l'odeur de la pluie qui tombait dehors sur les toits inquiets de Paris. Il m'a attrapé par le bras, ses doigts s'enfonçant comme des griffes, laissant des marques violettes que je cacherais sous des manches longues. « Tu te moques de moi, hein, avec tes rires de salope !» a-t-il craché, son haleine aigre me faisant reculer, le cœur cognant dans ma poitrine comme un oiseau affolé. J'ai essayé de me dégager, mais sa gifle m'a envoyé contre le mur, où ma tête a heurté le cadre d'une photo de notre mariage. Le verre se fissurant comme mon cœur à cet instant. Le monde a tournoyé, des étoiles dansant devant mes yeux comme les lumières de la tour Eiffel vues de loin, floues et cruelles. Je n'ai pas crié, pas pleuré. J'ai juste ramassé mes forces et monté les escaliers, sentant le sang couler de ma lèvre fendue, goût ferreux qui se mêlait à mes larmes retenues, chaque pas plus lourd que le précédent. Dans la chambre, j'ai fixé le plafond craquelé, écoutant le tic-tac de l'horloge ancienne que ma grand-mère m'avait léguée. Un héritage minuscule mais précieux, le seul objet qui me reliait encore à une tendresse passée. Julien s'est effondré sur le canapé du salon, ronflant comme un ours en hibernation, inconscient de la tempête qu'il avait déclenchée en moi, de la décision qui venait de naître dans l'ombre. Cette nuit-là, dans l'obscurité ponctuée par les klaxons lointains des rues parisiennes et le grondement du métro aérien, j'ai pris ma décision. Plus de silence complice, plus de pardon facile. J'allais préparer un petit déjeuner qui masquerait ma révolte et inviter des convives qui changeraient tout, qui mettraient enfin un point final à cette prison dorée. À l'aube, quand les premiers rayons filtraient à travers les volets en bois usé, peignant des rayures dorées sur le parquet, je me suis levée sans bruit, chaque mouvement ravivant la douleur dans ma mâchoire. Ma joue était gonflée, violette comme un pruneau trop mûr, et chaque mouvement envoyait des élancements dans mon crâne, des éclairs blancs derrière mes paupières. Dans la salle de bain, le miroir me renvoyait une image que je ne reconnaissais plus. Une femme brisée, mais avec une lueur nouvelle dans les yeux, comme celle d'une résistante dans un film de la nouvelle vague, déterminée, presque effrayante. J'ai sorti mon téléphone, un vieux modèle que Julien m'avait offert pour Noël, en me disant que je n'avais pas besoin d'un plus récent. Et j'ai pris des photos de mon visage sous tous les angles, la lumière froide de la LED accentuant les marques,
les ombres creusant mes traits comme un sculpteur impitoyable. Puis, j'ai ouvert une application de notes et tapé avec des doigts tremblants. Appeler Marie à 6 heures. Contacter l'avocat à 7 heures. Banque à 8 heures pour bloquer les comptes. Petit déjeuner, prêt pour 9 heures. Ne pas craquer. Marie était ma sœur aînée, qui vivait à Lyon et travaillait comme avocate spécialisée en droit familial. Une femme forte que j'admirais en secret, mais à qui je n'avais jamais osé tout avouer. Elle savait pour les violences sporadiques, mais je l'avais toujours minimisée. Par honte, par peur de la décevoir, de voir dans ses yeux le même jugement que je me portais à moi-même. Ce matin-là, je l'ai appelée à l'heure dite, ma voix un murmure rauque, presque inaudible. « Sophie, qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé. L'inquiétude perd son sommeil, déjà en train de se lever. Je sentais au bruit de ses pas sur le parquet lyonnais. Il m'a frappé encore. Cette fois, c'est fini. Viens, s'il te plaît. Elle n'a pas hésité, pas posé de questions inutiles. J'arrive par le premier TGV. Tiens bon, ma petite, je suis là. Sa voix, ferme et douce à la fois, m'a donné le courage de raccrocher sans m'effondrer. Ensuite, j'ai contacté Maître Dupont, un avocat que Marie m'avait recommandé des mois plus tôt, lors d'une conversation discrète au téléphone où j'avais pleuré sans pouvoir m'arrêter. « Madame Leclerc, décrivez-moi les faits », a-t-il dit, d'une voix professionnelle, calme, comme s'il dictait un contrat banal et non le récit de ma descente aux enfers. J'ai tout raconté, les gifles qui laissaient des marques, les insultes qui laissaient des cicatrices plus profondes, et surtout la manipulation financière qui me rongeait depuis des années. Julien avait transféré notre épargne commune sur un compte à son nom seul, prétextant des investissements plus rentables, mais je soupçonnais qu'il cachait de l'argent pour une vie parallèle, peut-être avec cette Claire que j'avais entreaperçue sur son téléphone. Une photo volée où il riait avec elle dans un bar du Marais. « Nous allons geler les actifs immédiatement », a promis Maître Dupont, sa voix devenant plus grave, plus déterminée. « Et préparer une plainte pour violence conjugale et abus financiers. Vous n'êtes pas seule, madame. » Ces mots, simples, m'ont fait pleurer pour la première fois depuis la veille, des larmes de soulagement qui lavaient le sang séché sur ma lèvre. Dans la cuisine, l'air encore frais de la nuit, chargé de l'odeur de la pluie sur les toits, j'ai commencé à préparer le petit déjeuner comme une actrice répète sa scène la plus importante. L'odeur du café moulu, fort et amer comme un espresso chez un café de Saint-Germain, a empli la pièce, se mêlant à celle du beurre qui fondait dans le four. J'ai sorti les croissants du congélateur, ceux que j'achetais chez le boulanger du quartier, croustillants et beurrés, encore dans leur papier Kraft, et les ai mis à réchauffer, le bruit du four qui grésille comme un compte à rebours. Sur la table en chêne que nous avions héritée de sa mère, une table massive qui avait vu tant de repas tendus, j'ai disposé des assiettes en porcelaine de Limoges que nous n'utilisions jamais, des confitures d'abricots et de fraises, faites maison l'été précédent dans la cuisine de ma mère, des yaourts frais du fromager de la rue de Belleville, et même une bouteille de jus d'orange pressé, les pépins flottant comme des souvenirs amers. Ça sentait le beurre fondu, le sucre caramélisé, la cannelle que j'avais saupoudrée sur les pains au chocolat, et une fausse normalité qui me serrait la gorge jusqu'à l'étouffement. C'était un piège olfactif, une mise en scène parfaite pour le faire descendre. Confiant, persuadé que j'avais plié une fois de plus. À 8 heures précises, j'ai appelé la banque, les mains tremblantes sur le téléphone. « Bonjour, je suis Sophie Leclerc, titulaire du compte joint avec Julien Leclerc. Je soupçonne des fraudes. Bloquez tout s'il vous plaît. » La conseillère, une voix aimable avec un accent du Sud qui me rappelait les vacances d'enfance à Marseille, a vérifié mes informations, tapant sur son clavier avec un bruit sec. « Madame, il y a eu des retraits suspects ces derniers mois. Des virements vers un compte offshore au Caïmans. Nous gelons immédiatement et lançons une enquête interne. » Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Julien avait donc bien détourné notre argent. L'héritage de son oncle, mes économies d'années de labeur à la librairie, les primes que je touchais pour les inventaires de nuit. C'était une injustice qui me brûlait plus que la gifle. Il m'avait volé non seulement mon corps, mais mon avenir financier, mes rêves de voyage, de maison à la campagne, d'une vie sans peur. Julien s'est réveillé vers 9 heures, descendant les escaliers en traînant les pieds. Son pyjama froissé, sentant la sueur et l'alcool de la veille.
les yeux encore gonflés de sommeil et d'arrogance. Il a humé l'air, un sourire paresseux étirant ses lèvres. Ce sourire de vainqueur qu'il arborait quand il pensait m'avoir maté. Ah, enfin, tu as compris. Un bon petit-déj pour te faire pardonner, c'est bien ma grande. Il s'est approché de la table, frottant ses yeux, déjà prêt à s'asseoir à sa place habituelle, celle du maître de maison. Mais alors, la sonnette a retenti, un carillon aigu comme un signal d'alarme. 3 coups secs qui ont fait vibrer l'air. J'ai ouvert la porte, le cœur battant à tout rompre, et là, ils sont entrés. Marie, avec son tailleur strict anthracite et son ordinateur portable sous le bras. Les traits tirés par le voyage, mais les yeux brillants de colère contenue. Maître Dupont, portant une mallette en cuir usée qui contenait mon avenir. Et 2 policiers en uniforme, appelés par l'avocat pour une intervention immédiate sur plainte pour violence. Julien a blêmi instantanément, son visage passant du rose au blanc comme un linge lavé à l'eau de Javel. Ses mains se crispant sur le dossier de la chaise. « Qu'est-ce que... Sophie, c'est quoi ce cirque ?» a-t-il balbutié, reculant contre le mur de la cuisine, là où trônait encore la photo de nous à Honfleur, souriant et menteur. Marie s'est assise à la table sans attendre, versant du café dans une tasse avec une assurance qui m'a donné des frissons de fierté. « Bonjour Julien, assieds-toi. On va discuter de tes petites magouilles financières et de tout le reste. » Les policiers, un homme trapu avec une moustache grise et une femme aux yeux perçants qui semblait lire dans les âmes, ont pris position près de la porte, la main près de leur ceinturon. « Monsieur Leclerc, nous avons une plainte pour violence et suspicion de détournement de fonds. Restez calme et ne faites rien que vous regretteriez. » La scène s'est déroulée comme dans un film de Truffaut, lente et tendue, avec des silences pesants qui duraient des éternités, où l'on n'entendait que le tic-tac de l'horloge et le goutte-à-goutte du robinet mal fermé. Maître Dupont a ouvert sa mallette avec un claquement sec, sortant de documents impeccablement rangés, relevés bancaires montrant les virements illicites vers ce compte offshore. Photo de mes blessures timestampées à 3h17 du matin et un rapport préliminaire de la banque confirmant les fraudes, les dates, les montants, tout en noir et blanc. Vous avez détourné plus de 50 000 €, monsieur. L'héritage de votre oncle, les économies de votre épouse. C'est du vol conjugal punissable par la loi. Julien a nié, sa voix montant en octave, passant de la menace à la supplication en quelques secondes. « C'est faux, Sophie ! Dis-leur que c'est un malentendu. On s'aime, non ? On va s'en sortir, comme toujours. » J'ai croisé les bras, sentant pour la première fois une force intérieure. Comme si les années de peur se dissolvaient dans l'odeur du café chaud et la présence de ma sœur à mes côtés. Non, Julien, j'ai tout découvert. Les mensonges, l'argent caché pour tes escapades avec Claire, les hôtels à Deauville payés avec notre avenir. Et les coups, c'est fini, définitivement. Marie a ajouté, sa voix tranchante comme un couteau de cuisine bien aiguisé. On a aussi trouvé des mails à cette certaine Claire, une collègue de ta banque. Des promesses de maison à Lisbonne, de vie nouvelle, avec notre argent. Tu croyais vraiment que ça resterait secret éternellement ? C'était la révélation qui l'a brisé, le coup de grâce. Julien s'est effondré sur une chaise, tête dans les mains, ses épaules secouées de sanglots qui sonnaient faux, comme un mauvais acteur. Les policiers l'ont menotté sans violence, mais fermement, lisant ses droits d'une voix monotone. « Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourrait être utilisé contre vous. » Pendant qu'il l'emmenait vers la porte, il m'a regardé une dernière fois, les yeux emplis de larmes fausses et de haine. « Sophie, tu vas le regretter. Cet argent est à moi. Tu n'es rien sans moi. » Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions et de paperasses. Un chaos organisé où je passais des larmes à la rage en quelques minutes. Marie est restée avec moi toute la semaine, dormant sur le canapé lit du salon, me tenant la main lors des interrogatoires à la préfecture de police du 19e, où l'air sentait le café brûlé et la désillusion. L'enquête a révélé l'étendue de la manipulation. Julien avait contracté des dettes secrètes au nom de notre couple, jouant au poker en ligne jusqu'à l'aube, perdant des milliers sur des sites douteux, et même souscrit des crédits à la consommation
pour financer des week-ends à Deauville avec Claire, des hôtels chics que je n'avais jamais vus, des restaurants étoilés payés avec l'argent que j'économisais sou par sou. La banque a récupéré une partie des fonds offshore grâce à un gel des actifs ordonné par le juge dans l'urgence. Et j'ai pleuré en voyant le solde crédité sur mon nouveau compte personnel. 30 000 euros. Assez pour rembourser nos dettes immédiates, payer un loyer seul, si besoin, et me donner un nouveau départ. Un souffle que je n'avais pas ressenti depuis des années. Mais la douleur était profonde, comme une plaie qui suint sous un pansement, qui s'infecte si on ne la soigne pas. Je me réveillais la nuit en sursaut, sentant encore ses mains sur moi, entendant ces accusations résonner dans ma tête comme un disque rayé. Maître Dupont a déposé une demande de divorce pour faute, réclamant une pension compensatoire et la garde exclusive de nos biens communs, argumentant que j'avais été victime d'abus psychologiques et financiers pendant des années. Vous méritez justice, Sophie, et bien plus. M'a-t-il dit lors d'une réunion dans son bureau du Marais, où l'air sentait le vieux papier, le café-filtre et une détermination farouche. Au fil des mois, les conflits ont escalé comme une mauvaise pièce de théâtre qui refuse de se terminer. Julien, libéré sous caution grâce à l'intervention de sa mère, qui avait hypothéqué sa maison de retraite, a tenté de me manipuler par des appels anonymes depuis des cabines téléphoniques, murmurant des menaces voilées. « Rends-moi l'argent ou je raconte à tout le monde que tu es folle, que tu m'as provoqué, que tu as tout inventé. » J'ai enregistré chaque appel, chaque message vocal où sa voix tremblait de rage et de désespoir, les envoyant immédiatement à l'avocat qui les ajoutait au dossier comme des pièces à conviction supplémentaires. Une nuit, alors que la pluie martelait les fenêtres comme des coups de poing, il a forcé la porte de l'appartement avec une clé qu'il avait gardée en secret, renversant les meubles dans une rage alcoolisée, criant mon nom dans le noir, cherchant désespérément des documents bancaires ou mon nouveau carnet de chèques. J'ai appelé la police tremblante, cachée dans la salle de bain avec mon téléphone collé à l'oreille, le cœur battant si fort que je croyais qu'il allait l'entendre. Ils l'ont arrêté sur place, menotté dans le salon au milieu des chaises renversées, ajoutant intrusion, violation d'ordonnance de protection et harcèlement à son dossier déjà lourd. C'était la reviravolta qui a tout changé. Des preuves irréfutables. Capturée par la caméra de sécurité que Marie m'avait installée dès le premier jour, cette petite lentille noire qui veillait sur moi comme un ange gardien électronique. Au tribunal, à la cité judiciaire de Paris, l'atmosphère était lourde, comme un orage imminent qui refuse d'éclater, l'air chargé d'électricité et de peur. Le juge, une femme aux lunettes sévères et au chignon impeccable, a examiné les preuves pendant ce qui m'a semblé des heures. Les virements frauduleux imprimés en gros caractères, les messages menaçants, les photos de mes ecchymoses prises sous toutes les coutures, les rapports médicaux de l'hôpital Lariboisière où j'avais été auscultée en urgence. Julia a plaidé la passion, le regret, les larmes aux yeux de grand juge, racontant une histoire d'amour passionnel qui avait mal tourné, mais son avocat, un homme bedonnant en costume froissé qui transpirait abondamment, n'a pas convaincu. « Monsieur Leclerc, votre comportement est inacceptable et répété, » a déclaré le juge, sa voix résonnant dans la salle aux murs lambrissés comme un coup de marteau final. Sentence, 2 ans de prison avec sursis, obligation de suivi psychologique, restitution intégrale des fonds détournés avec intérêt, et divorce prononcé en ma faveur avec faute exclusive. J'ai obtenu l'appartement, une compensation de 20 000 euros pour dommages moraux, une pension compensatoire pendant 3 ans et une ordonnance de protection de 5 ans renouvelable. En sortant du tribunal, sous un ciel gris qui laissait enfin tomber une pluie fine, j'ai respiré l'air de Paris comme si c'était la première fois, un air chargé de liberté et de possible. La supération a été lente, comme un vin qui mûrit en cave, qui prend son temps pour révéler ses arômes les plus profonds. Avec l'argent récupéré et la compensation, j'ai quitté mon job à la librairie, où j'avais passé tant d'années à rêver entre les rayons, pour ouvrir une petite boutique de livres anciens dans le 5e arrondissement, près de la Sorbonne, un endroit lumineux qui sentait l'encre ancienne et le papier jauni. L'odeur des pages jaunies, le toucher du cuir relié, le silence respectueux des clients qui feuilletaient des éditions rares m'apportaient une paix
que je n'avais pas connu depuis l'enfance, quand je lisais sous les couvertures avec une lampe de poche. Marie m'a aidé à investir une partie dans des actions solides, via un conseiller financier honnête cette fois. Une femme qui m'expliquait tout avec patience, et mes revenus ont grimpé doucement mais sûrement, effaçant les années de pauvreté imposées, de fin de mois à compter les pièces pour le métro. J'ai rejoint un groupe de soutien pour victimes de violences domestiques, dans un centre social de Belleville, où des femmes comme moi, de tous âges et de tous horizons, partageaient leurs histoires autour de thé à l'amande brûlant et de madeleine encore tiède. On riait parfois, on pleurait souvent, mais on se reconstruisait ensemble, brique par brique. Une d'elles, une artiste nommée Élise, qui peignait des toiles immenses remplies de lumière, m'a encouragée à écrire mon journal. 6 pages noircies la nuit quand le soleil refusait de venir. Ce journal est devenu un blog anonyme d'abord, puis un livre auto-édité, Les ombres de l'argent perdu. Un titre qui résumait tout. Il s'est vendu modestement au début, surtout dans les librairies indépendantes et les salons du livre féminin. Mais assez pour payer une thérapie longue et profonde chez un psychologue du quartier latin. Un homme grisonnant qui m'écoutait sans juger, m'aidant à guérir les blessures invisibles, celles qui ne laissent pas de marque sur la peau, mais qui abîment l'âme pour toujours si on ne les soigne pas. Des années plus tard, je vis dans un appartement lumineux, avec vue sur la Seine, les péniches qui passent doucement et les lumières du soir qui dansent sur l'eau. Je suis mariée à un homme doux, un professeur d'histoire nommé Antoine, qui me fait rire avec ses anecdotes sur Napoléon, et cuisine des tartes aux pommes les dimanches pluvieux, la pâte feuilletée dorée à la perfection, la cannelle qui embaume toute la maison. Nous avons un enfant, une fille prénommée Rose, qui court dans les parcs du Luxembourg sans l'ombre de la peur, qui pose des questions sur tout et qui dort avec un livre sous l'oreiller comme je le faisais enfant. Julien, il a purgé sa peine de travaux d'intérêt général, trouvé un job modeste comme caissier dans un supermarché de banlieue et m'envoie parfois des lettres d'excuses écrites d'une main tremblante que je lis sans émotion, comme des pages d'un vieux roman dont on connaît déjà la fin. L'argent qu'il m'a volé est devenu ma liberté. Investissements fructueux qui me permettent de voyager, de respirer l'air de la lavande en Provence l'été, de faire des dons généreux à des associations pour femmes en détresse. Ces refuges où j'aurais voulu aller plus tôt. Je regarde en arrière, sentant encore parfois le fantôme de cette nuit, le goût du sang sur ma langue, mais avec gratitude pour la force qu'elle m'a donnée, pour la femme que je suis devenue. Et vous, si vous écoutez ceci jusqu'au bout, rappelez-vous, le silence peut être une arme, mais la vérité est une libération, une lumière qui finit toujours par percer les ténèbres. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, d'avoir marché un bout de chemin à mes côtés.